commencé par un puits aménagé pour les premiers besoins en eau. Et après, on a fait un forage ici. Sur le site de l'école, on a fait un forage. Oh, donc l'école est autonome en eau aussi? Oui. Et en électricité? Bon, en élection, pour le moment, on a un groupe là-bas. Mais on a envie de mettre aussi un système solaire. En tout cas, si quand tu ouvres l'internat, mes enfants sont toujours ici. Direct. Perfect. Direct. Ça, c'est déjà encourageant. Ah non, non, je te le dis clairement, c'est direct, ils viennent là. Parce que je sais que tu es là, il n'y a pas de souci. Oui, ça, c'est incroyable. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis heureux d'être avec vous dans ce site parce que dans les coulisses de l'émission Les Missionnaires, nous ne voulons pas seulement parler de leurs difficultés, de ce qu'ils font, de qui ils sont, mais nous voulons également vous montrer où est-ce qu'ils travaillent, pourquoi ils sont missionnaires et quelle est leur histoire, quel est leur environnement de travail. Et nous avons entrepris de les visiter et cette fois-ci nous avons la grâce de venir dans un site magnifique où nous avons trouvé un homme, un pasteur qui est pasteur Église Adventiste du 7e jour, mais qui a décidé d'être laïque, de faire un autre projet pour convertir le maximum d'âmes au Seigneur. Nous sommes à la campagne, exactement comme Dieu nous le demande par l'esprit de prophétie, et nous voulons vous montrer cet environnement. Et lui-même, on va faire le tour, il vous racontera son histoire, comment est-ce qu'il est installé ici, comment est-ce qu'il a fait, les besoins qu'il a, et surtout s'il a un appel à vous lancer, à vous qui voulez être dans l'œuvre, mais surtout aussi à l'accompagner dans ce projet qui est pharaonique, mais qui peut amener beaucoup de personnes à se mettre en sécurité, surtout avec leur famille, vu les temps dans lesquels nous vivons. Mesdames et messieurs, je vous présente le pasteur Eli. Pasteur. Oui. Bonjour pasteur, comment ça va? Ça va bien frère Max, ça va bien. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans ce... Vous voyez là en tenue de travail, je l'ai surpris en train de travailler. Et donc, vous voyez, quand les citadins viennent vous voir, c'est compliqué. Alors, pasteur Eli, nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous savez, je suis doublement heureux de savoir que vous avez fait le long chemin pour venir me rendre visite. Exactement, parce que nous voulions que le monde adventiste, le monde chrétien, voit ce qui se passe ici et comment Dieu vous a conduit à le faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour que vous puissiez nous raconter un peu comment ça se passe. Alors, qui est le pasteur Eli? Oh, le pasteur Eli, je suis Mbassana Eli Marvin. Je suis originaire du Nord Cameroun. Très bien. Et j'ai grandi à Ngaoundéré où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et puis plus tard, j'ai fait un peu l'université de Yaoundé à l'époque. Et puis l'université de Ngaoundéré. Et plus tard l'université de Nangaï Boko. L'université adventiste Oui, l'université adventiste Aimé Kozandé de Nangaï Boko. Alors vous avez certainement terminé vos études là-dedans? Yes, absolument. Je fais une licence en ce qu'on appelait à l'époque gestion ecclésiastique, qui est la combinaison de comptabilité et théologie. Ok. Bon, et puis à l'université de Ngaoundéré, j'ai fait lettres françaises. D'accord. Où j'ai aussi pu terminer après l'université de Nangaï Boko. Bon, plus tard, je suis allé au Kenya faire un MBA. Et puis en Tanzanie, j'ai fait un PhD en Business Administration. Alors, où est le pastorat dans tout ça, clairement? Le pastorat, j'ai commencé au nord, à la Fédération du Nord Cameroun comme auditeur interne. Et puis plus tard, je suis venu au collège adventiste comme aumônier, collège adventiste de Yaoundé. Très bien. Comme aumônier. Et puis ADRA comme comptable. Et puis au Rwanda comme enseignant à l'université. Très bien. Le ministère pastoral, je l'ai fait quand j'étais vérificateur au nord. On m'a confié un groupe d'églises. D'accord. Et puis on appelle des districts. Oui, non pas district, c'est sous le district. Donc il y a un chef de district. Et moi maintenant j'ai un groupe d'églises où je dois être pasteur. Oui. Et plus tard maintenant, quand j'étais aumônier au collège, j'étais pasteur de l'église du collège. Très bien. Et puis quand je suis rentré de mes études au Kenya, on m'a nommé pasteur à l'église de Philadelphie, à l'église anglophone de Yaoundé. Effectivement. Bon, et puis après ça, c'était plus dans l'éducation, dans l'enseignement. Alors, mais quand on vous voit maintenant, ce qui veut dire que vous restez pasteur adventiste, mais vous n'êtes pas salarié de l'église. Non, absolument non. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à laisser
un background aussi important flotter comme ça et venir vous cacher ici, presque au milieu de nulle part? Il faut reconnaître que dans mon fort intérieur, j'avais comme un très grand appel pour être enseignant. Et c'est vrai que le pasteur est un enseignant. Oh non, le pasteur peut être un enseignant. Il peut. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont enseignants. C'est vrai. Et alors, quand on a réussi à combiner l'enseignement et le pastorat, c'est noble. Et je crois que l'exemple par excellence que j'ai toujours eu, c'est Jésus. Amen. Il était le pasteur par excellence et l'enseignant par excellence. D'accord. Alors, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à mettre en valeur toutes les aptitudes que j'avais. Et qu'à un moment donné, je devais plus m'asseoir et puis suivre les consignes, suivre les orientations que les autres avaient pensé. Et quelquefois, ça ne correspond pas à mes aspirations profondes. Alors j'ai dit, je peux mieux impacter en restant dans l'éducation. Et d'ailleurs, mon plus gros service au ministère a eu lieu quand j'étais au milieu des jeunes, que ce soit à l'université ou au secondaire. Et voyez-vous, en tant qu'enseignant, je peux faire face à près de 500 jeunes par jour. Avec différents profils. Avec différents profils. Ce qui est quasiment impossible pour un pasteur de rencontrer 500 fidèles chaque jour. Et donc, je me suis rendu compte que les quelques témoignages que j'avais en retour montraient combien, en intégrant la foi dans l'enseignement, ces enfants étaient touchés par les expériences que je leur apportais. Quand j'enseigne un cours de comptabilité, par exemple, sur l'amortissement, sur depreciation, je dis aux enfants que chaque chose, à cause de l'usure, perd sa valeur. Exact. Alors, quand nous grandissons, on se rapproche de plus de la mort. C'est-à-dire, celui qui a 5 ans, si l'espérance de vie a 60 ans, il a plus d'années à vivre que nous. Effectivement. Et je leur dis, chaque chose que vous ajoutez à votre vie peut être une valeur qui augmente ou alors une valeur qui diminue. Bon, pasteur, ça c'est très intéressant. Mais maintenant, quel est le pont avec l'endroit où nous nous trouvons actuellement? Nous nous trouvons dans un site quasiment de je ne sais pas combien d'hectares. Comment avez-vous fait pour passer justement de l'enseignement et devenir un missionnaire qui a une vision assez particulière, puisque là vous êtes en train de créer une école, un internat. Je suppose qu'il y aura des valeurs très pointues au niveau de la chrétienté. Oui. Et vous vivez ici au beau milieu d'une forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez décidé ça? Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous partez du Rwanda, vous partez de l'étranger, vous sortez en tant que salarié de l'église, mais vous restez à l'église. Comment ça se fait que vous aviez accepté être, on va dire, reclus comme ça? Vous savez, je pense que c'est la grâce du Seigneur. Je ne pense pas que mon intelligence en tant qu'être humain peut expliquer ça. Non. D'accord. C'est une grâce de Dieu. Déjà, quand j'ai fait mon master au Kenya, j'ai pu visiter des écoles en Ouganda et au Kenya. Et j'étais impressionné par le campus. Ils avaient des très grands campus pour des écoles secondaires. Mais quand vous regardez, vous pensez que vous avez affaire à une université, mais c'est des écoles secondaires. Alors, je dis, il faut que j'ai une école au Cameroun. Et puis, les standards que ces gens définissent permettent que le rapport entre l'apprenant et l'enseignant sont tellement étroits qu'ils se connaissent. Et j'ai été dans des écoles où tu as 100 élèves dans une classe. Je suis enseignant. Le rapport est biaisé. On a tendance à se concentrer sur les plus forts et on délaisse les plus faibles. Alors je me dis, maintenant que je suis au Rwanda et que ma valeur ajoutée n'est plus tellement ça, si ici j'apporte autant, pourquoi ne pas rentrer chez moi? Alors, je voulais acheter un terrain de 20 mètres sur 30 à Kigali. C'était dans les 14 millions. Waouh! Oui, c'est pas au centre de Kigali, en périphérie de Kigali, sur la route qui va vers Kabuga, pour ceux qui connaissent le Rwanda. C'est vrai que c'est très petit le Gabon, le Rwanda. Oui. Alors, je me suis dit, tiens, si avec 14 millions, je rentre au Cameroun, je peux avoir une bonne parcelle. Effectivement. Alors, si pour construire une petite maison, j'ai besoin entre 80 et 100 millions, avec les 100 millions au Cameroun, je peux faire quelque chose. Et puis, j'ai dit, bon, tiens, mais j'ai fait 10 ans un peu plus hors du pays. Les enfants n'ont pas de racines, ils n'ont pas d'attache, ils ne connaissent pas la famille, ils ne connaissent pas la culture. Il faut rentrer au pays.
Voilà ce qui me motive à rentrer. Apporter mon savoir-faire au Cameroun. Et je me rappelle en Tanzanie, quand je termine avec mon doctorat, mon doyen me dit, Dr Mbassana, tu dois rentrer au Cameroun. Les gens ont payé de leur vie pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Apporte ta contribution au pays. Mais elle n'est pas camerounaise, elle est tanzanienne. Ouais. Et du coup, j'ai dit, mais tiens, voici un message qui m'est destiné. Clair, un message très clair. Et puis, quand je rentre au pays, je veux faire une école, je veux d'abord commencer par louer les locaux. Et puis, je dis, mais tiens, je veux faire une faculté de gestion. Et puis, on me parle des tutelles des universités. Je dis, OK. Le mieux serait de commencer par une école secondaire. Voilà. Et si les parents sont convaincus de la qualité de l'encadrement, on peut aller au supérieur. Très bien. J'accompagne des amis qui viennent ici à Lobo. La route n'était pas encore faite. Et ils avaient des problèmes à conduire un pick-up sur la route en terre battue. Ils m'ont dit, viens nous aider. Je viens donc. Et on arrive ici avec une motte de terre, on avait de la peine à traverser. Et ils me disent, écoute, c'est cher. On était dans les 2 millions, c'est cher. Je dis, oh, bah, mais tiens, moi je viens de Kigali. C'est 14 millions. C'est une opportunité. Ouais. Et j'ai pris des renseignements et ça a marché. Voilà comment je commence à m'installer ici. Écoutez, c'est une forêt dense. Et là, nous sommes dans un terrain de combien d'hectares? Nous sommes dans environ 14-15 hectares. 14-15 hectares. Ouais. Alors, dans cet espace, pasteur, depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous voulez implémenter? D'accord. Vous savez, nous sommes allés étape par étape. D'abord, comme je vous disais, c'était une forêt, il fallait d'abord abattre les arbres. Et puis, créer des espaces où on pouvait mettre ici un peu de maïs, là, un peu de manioc, là, un peu d'ananas, pour qu'on ait des entrées intermédiaires. Oui. Et que les petites ressources qu'on a ne s'épuisent pas, ne se volatilisent pas du jour au lendemain. Exact. Alors, nous avons fait ça, et puis nous avons fait des voies d'accès, et nous avons fait une petite maison, comme vous pouvez la voir là, où nous-mêmes nous habitons déjà. Oui. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous commençons par la première phase, qui sont les 4 premiers bâtiments que nous allons découvrir tout à l'heure. Oui. 2 dortoirs. Même, ça, c'est au niveau du collège, c'est ça? Au niveau du collège. On peut peut-être y aller. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez expliquer, il y a 2 dortoirs? Oui, il y a 2 dortoirs. Dortoir des garçons, dortoir des filles. Donc, vous avez déjà en tête de faire l'internat? Oui, c'est exclusivement l'internat. Oui. Pour permettre que les enfants soient dans un cadre où le suivi est assuré. Très bien. Et où le contact avec le monde extérieur qui leur propose toujours des choses souvent illicites est limité. Exact. Donc voilà l'idée. Ça veut dire que dans ce genre d'école-là, il n'y aura peut-être pas accès au téléphone portable? Non, c'est clair. Il n'y aura peut-être pas accès aux tablettes? C'est clair. Que des ordinateurs peut-être en salle d'informatique? En salle d'informatique, yes. Voilà. Et puis, nous allons permettre aux enfants de communiquer avec leurs parents lorsque le besoin se fait réellement sentir. Mais sinon... Déjà, ça, c'est votre lieu d'habitation. Oui. Avec votre petite famille. Ouais. Je vois une belle petite maisonnette là. Ouais. Avec, vous êtes autonome en eau. En eau, oui. Et vous êtes également autonome ici en électricité. Ouais. Et ce qui m'a plu, c'est que vous m'avez dit que même Internet en pleine brousse, ça fonctionne très bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous savez, quand on est ouvert au monde, on est obligé de rester connecté. Oui, surtout, également, vous avez certainement des partenaires de la famille à l'étranger. À l'étranger. Les enfants sont à l'étranger maintenant. Voilà. Ouais. Donc, alors, pasteur, on va visiter ça, si vous le permettez. Ouais. On va justement aller visiter les dortoirs, l'école, pour voir à quoi ça ressemble et peut-être dire aussi à nos frères et sœurs auditeurs qui attendent justement une réponse adventiste de cette mesure, nous dire exactement à quel moment nous on pourra commencer par envoyer les enfants ici. D'accord. Si on espère une date très prochaine d'ouverture. Ouais. Alors, on va visiter. Vous allez venir avec nous et on va visiter. D'accord, c'est bon.
Pasteur Elie, nous sommes sur le site qui va abriter justement l'internat. Ouais. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Bien, nous avons le projet en question, ça c'est la phase 1. D'accord. À la phase 1, nous avons un dortoir, capacité 120 pour les filles, et un dortoir pour les garçons, capacité 120. Donc nous avons 2 bâtiments, dortoir des garçons, dortoir de filles. Et là derrière nous, comme vous pouvez voir, c'est le réfectoire. Le réfectoire, juste derrière. Cuisine, réfectoire. D'accord. Par là, c'est le dortoir des filles. Il est un peu plus isolé pour que, vous savez, que si un garçon veut rencontrer une jeune élève, que tout le monde voit qu'il est en train d'aller vers le dortoir. Effectivement. Et que ce ne soit pas caché. Effectivement. Et puis, ils ne vont rien faire en cachette. S'il veut prendre un cahier, s'il veut discuter, ça sera en public. Ouais. Et le dortoir des garçons est plus bas, plus proche du réfectoire. Les garçons, ils aiment bien manger, ils doivent être plus proches là. Et puis derrière ce bloc, vous voyez là, c'est le bloc administratif. Derrière, il y aura une mini-stade. Mais j'ai pensé plutôt voir une sorte de stade devant le réfectoire. Bon, pour l'instant, le grand stade sera en bas, devant le réfectoire. Mais parce que nous n'avons pas encore les ressources qu'il faut, on aura un mini-stade. Très bien. Là, vous avez le basket, le handball, le volleyball, ainsi de suite. Un mini-foot où les enfants peuvent déjà s'amuser en attendant. Et puis, ici, vous avez 5 salles de classe qui sont déjà les premières salles. Nous aurons 3 classes, Form 1, Form 2, Form 3. Et puis une salle informatique. Et puis un laboratoire en devenir. Un laboratoire en devenir. Oui. Mais, oui, allez-y. Ici, vous voyez, dans cet espace où on a déjà une sorte de creux, ça sera le prolongement des salles multimédia de ce côté et puis des salles de classe là. Ça sera plutôt ici avec un R+1, avec à niveau quoi. Alors quel est le but? Parce que vous aurez pu faire autre chose. C'est un site immense et vous travaillez justement pour... Le but fondamental, c'est quoi en fait? D'accord. Déjà, je pense que c'est une grâce de Dieu de nous avoir orientés vers ce site. Il est un peu comme une île. On est bien ici. Oui, il est un peu comme... On a de la hauteur, on a également un bas-fond. Un bas-fond aussi. Voilà. Donc l'accès sera difficile pour les personnes étrangères. Et donc le cadre, les enfants seront bien encadrés. Deuxièmement, à cause de l'espace, nous pensons que l'éducation, ce n'est pas seulement l'intellect. Le manuel aussi est important. Donc les enfants seront impliqués dans les activités agricoles. Oui. On doit leur montrer... Ça manque beaucoup dans nos écoles. On doit leur montrer comment une plante va dans la terre, grandit, comment on l'entretient et comment elle produit. Et comment, à travers notre négligence ou nos soins, une plante vit. Et vous voyez, à partir de la plante, l'enfant va comprendre que même sa propre vie ou la vie de ceux avec qui il est ou elle est influencée par l'entretien qu'on apporte. Si ce sont nos parents, plus nous veillons sur eux, plus ils peuvent vivre. Moins on leur apporte du stress, moins ils ont des problèmes et plus longtemps ils pourront vivre. Et donc nous voulons que les enfants ne viennent pas seulement acquérir des connaissances livresques, mais que les connaissances de la vie qui s'apparentent dans les divers domaines, que ces enfants puissent aussi les acquérir. Au-delà, qu'est-ce qu'il y aura de chrétiens d'abord et plus précisément d'adventistes justement dans ce... Qu'est-ce qu'il y a d'adventiste dans ce concept? La personne que je suis aujourd'hui est le résultat de l'éducation chrétienne que j'ai reçue. Et j'ai été aumônier pendant beaucoup d'années. J'ai été pasteur pendant beaucoup d'années. Et puis j'ai été éducateur pendant beaucoup d'années. La crainte de Dieu est le fondement de toute réussite. Et ça, c'est un élément cardinal ici. On va apprendre aux enfants à faire confiance à Dieu, à rechercher Dieu tout le temps pour qu'il les guide dans leurs choix et dans leurs décisions de chaque jour. Très bien. Alors, nous avons vu que vous aviez... En fait, nous avons vu les bâtiments. Maintenant, est-ce qu'au niveau agricole, pour vous-même, ou justement pour... est-ce que vous avez créé des projets? Est-ce que vous avez déjà fait des choses au niveau agriculture ici? Ou alors, est-ce que le site sera entouré également d'un projet agricole? Bien évidemment. Vous savez, pour commencer ici, avant qu'on implante les bâtiments, nous avons fait beaucoup de travail d'agriculture. Très bien. J'ai commencé par la pastèque. Et j'ai récolté beaucoup de pastèques ici. J'en ai vendu. Moi-même, j'allais me mettre au carrefour pour vendre.
Vous avez finalement tout fait. J'ai tout fait, oui. Tout fait. Vous connaissez vraiment tout le circuit de A à Z. Oui, absolument. À l'époque, j'avais une voiture Hyundai. Oui. Mais c'est dans la Hyundai que je mettais des pastèques pour aller au Carrefour Chimi. Oui. Verser ça au sol et puis vendre. Vous savez, je préférais vendre directement aux consommateurs. Parce que les intermédiaires, ils les prennent moins cher chez nous, ils les vendent plus cher aux consommateurs. Et à la fin, ni le consommateur, ni l'agriculteur n'est satisfait. Alors, quand je vends directement, lui, il est content d'acheter à un prix raisonnable. Et moi, je suis content de vendre à un prix raisonnable. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. J'ai fait un poulailler qui a une capacité d'environ 2000-3000 poussins. Mais j'allais vendre mes poulets moi-même. Non, mais écoutez, je ne suis pas un bureaucrate. Non, mais je comprends. C'est un homme du terrain. Et c'est pour ça que vraiment, votre façon d'éduquer ce que vous avez vécu change. Et c'est là où, quand on voit ce parcours, on a envie de vous faire confiance. Vous savez, je ne me vante pas, mais je pense que connaître Dieu, forcément, doit apporter une différence dans notre façon d'être. J'ai des étudiants, et quand je m'assieds avec eux, à même le sol, ils ne comprennent pas comment un PhD va s'asseoir à même le sol avec eux pour parler. Ça. Mais pour moi, c'est pas le PhD qui m'apporte de la valeur. Mais c'est cette façon de toucher les cœurs des jeunes. La relation. C'est ça qui fait la différence. Et forcément, si ces enfants comprennent que malgré les diplômes, malgré les ressources matérielles qu'on peut avoir, on peut demeurer simple, accessible. Je crois que c'est ça qui apporte la différence. Moi, je suis capable de témoigner, pasteur, excusez-moi, parce qu'on s'est vu hier, mais quand on s'est vu, je ne pouvais pas imaginer tout ce qu'il y a derrière. C'est maintenant que je viens là, que je vois, et je pense que c'est ça l'homme, la capacité d'être transparent au milieu de tout le monde, mais lorsqu'on se rapproche, et je pense que c'est ce que Dieu veut avec nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se rapproche de plus en plus de lui pour connaître vraiment qui il est. Et moi, je suis heureux de découvrir tout ça. Bon, maintenant, en tant que missionnaire, vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui va se dire, mais c'est ça que je veux faire. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Parce que vous partez quand même de loin, vous êtes allé jusqu'au Rwanda, vous êtes revenu chez vous, vous n'êtes même pas dans votre région natale, et vous avez investi ça avec votre famille. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui sont au Canada, qui sont en Europe, en Occident en général, qui se posent des questions et qui se disent « ça ne va pas, il faut qu'on trouve une solution ». J'ai lu un article la semaine dernière sur LinkedIn. Une jeune dame, je n'ai pas gardé son nom, a posé la question de savoir s'il fallait rentrer au pays en tant que senior, ou rentrer au pays en tant que junior. C'est un débat assez fort. Et ma réponse dans ce débat-là, je leur ai dit, peu importe qu'on soit junior ou senior, mais c'est de savoir pourquoi on rentre et on rentre faire quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai donné une illustration simple. Je vous ai dit, je suis originaire du Nord Cameroun. Je voyage entre Garoua et Maroua et ça fait 45 degrés à l'ombre en saison sèche. En avril, quand vous êtes là-bas, mais écoutez, l'air que vous recevez comme ça, c'est de la chaleur. Et ces enfants vont à l'école souvent pieds nus. Souvent, il n'y a pas d'eau. Alors, imaginez-vous que vous donnez un verre d'eau à cet enfant-là, dans une zone comme celle-là. Ce verre d'eau fait la différence. Mais ici, je suis à Lobo. Il pleut quasiment toute l'année. L'eau n'est pas une denrée rare. Si je donne un verre d'eau ici à Lobo à quelqu'un, ça ne fait aucun sens. Ça n'a pas la valeur que ça a à l'extrême nord du Cameroun. Vous voyez, en Europe, en Amérique, nous sommes dans des sociétés déjà établies où vivre, tant qu'on est travailleur, on peut s'en sortir facilement. Et notre présence là-bas n'apporte pas une valeur ajoutée. Pourtant, quel que soit votre domaine, rentrer en Afrique est une solution que vous apportez. Maintenant, vous devrez accepter de sacrifier une partie de vous pour pouvoir apporter un plus aux autres. Rentrer au pays, c'est déjà un don de soi. Ça, c'est le premier. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous allez venir. La réadaptation va prendre du temps. On doit désapprendre certaines choses que nous avons apprises de l'autre côté. C'est cela. Et je peux vous garantir, quand j'étais au Rwanda,
Si vous déposez un dossier dans un bureau, on vous dit venez après 2 jours. Vous revenez après 2 jours. Vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un. Le dossier est prêt. On vous le remet. Ouais. Rentrez au Cameroun, on vous dit venez après 1 semaine. Vous allez faire 6 mois. Vous allez faire 1 an. Personne ne vous dira pourquoi ça traîne. On attend que vous soyez intelligent pour comprendre comment ça fonctionne. Comment le système fonctionne. Et je peux vous garantir, j'ai fait des crises pas possibles. Parfois, je me suis demandé, est-ce qu'il fallait vraiment que je rentre? Mais au final, aujourd'hui, je pense que j'ai pu désapprendre beaucoup de choses. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et j'ai pu trouver un moyen de me faufiler dans ces labyrinthes-là et de sortir un peu la tête de l'eau. Alors, très bien, pasteur. Alors, maintenant, qu'est-ce que... je veux dire, maintenant, dans ce qui concerne la mission, vous avez dit, vous aviez parlé de la difficulté qu'il peut y avoir à venir, mais quelque part qu'il faut le faire si on peut impacter. Ouais. Parce que le but pour nous également en tant que missionnaires, c'est d'amener le maximum d'âmes au Seigneur. Ouais. En quoi ce projet que vous êtes en train d'implémenter, pour lequel vous avez pratiquement abandonné votre destin qui était certainement, qui aurait été certainement plus important du point de vue du monde ailleurs, en quoi justement ce projet que vous êtes en train de mettre en place va amener des âmes à Jésus-Christ? D'accord. Vous savez, j'ai lu, il y a un éducateur sud-coréen qui a dit, si on peut remettre l'éducateur là où il doit être, ça peut faire la différence. Et j'ai toujours été impressionné de voir que tous nos enseignants du primaire que nous avons connus, quand on les rencontre aujourd'hui, on appelle toujours monsieur. Monsieur. Ouais, même le chef de l'État, s'il venait à rencontrer son maître de la CIL ou du CP... Il a d'ailleurs fait. D'accord. Il va toujours dire monsieur. Oui. Ça dit, l'éducateur est un homme différent. Et quand vous avez la possibilité de parler à un enfant, de parler au cœur d'un enfant, il vous perçoit différemment. Et il ne suffit pas de donner la connaissance livresque à l'enfant. Il faut l'amener à voir l'impact que ces choix d'aujourd'hui, comment ces choix vont impacter sa vie de demain. Quand l'enfant comprend ça, à la moindre difficulté, il va se tourner vers vous pour demander conseil. Et voyez-vous, combien d'heures les enfants passent à l'école comparé au moment qu'ils passent avec les parents à la maison? Très peu. Très peu. Très peu. Beaucoup de parents aujourd'hui sont vraiment stressés par la vie et les défis de la vie, absorbés par la vie et les défis de la vie, que l'enfant est presque abandonné à lui-même. Alors si son éducateur, si son enseignant peut être son ami, c'est-à-dire l'éducation, l'école est le cadre qui peut mieux façonner le caractère de l'enfant. Il faut donc qu'on crée un cadre où l'enfant peut, comment dire, avoir un rapport sincère avec ses camarades et avoir un rapport sincère avec ses éducateurs. On devient une famille. Et à ce moment-là, vous veillez sur moi, je veille sur vous. Et l'interaction est parfaite. Mais quand nous avons un environnement où on devient indifférent, parce que la classe, elle est pléthorique, on ne se connaît pas. J'ai fréquenté dans un collège confessionnel en Ngaoundéré, le collège protestant de Ngaoundéré. Nous étions 40 en classe. Nous étions 38 en classe. Nous nous connaissions tous par nos noms. Jusqu'aujourd'hui, on garde des rapports. Mais quand vous êtes dans une classe de 150 élèves, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc je pense que ces cadres peuvent être ce cadre-là. Très bien. Alors, pasteur, nous sommes vraiment heureux d'être venus dans ce site. Moi, je suis en train de prendre de l'air pur. Ça me régénère. Est-ce que le projet, pour moi, semble quand même titanesque, je vais même dire pharaonique. Est-ce que pour vous, vous pensez que vous avez besoin de partenaires pour avancer sur ce projet, ou alors vous avez besoin de certaines personnes qui peuvent ne serait-ce que vous filer un coup de main pour que le projet que vous avez commencé puisse s'achever, parce qu'il n'est plus très loin, par la grâce de Dieu, de s'achever. Oui, il faut reconnaître que dans notre culture africaine, on dit vous ne pouvez pas attacher un fagot de bois avec une main. Avec une seule main, oui. Et si vous voulez aller vite, allez seul. Mais si vous voulez aller loin, associez-vous à d'autres personnes. Et j'ai toujours été de ceux qui pensent qu'une association de personnes fortes donne quelque chose de plus fort. Amen.
Et quand je suis rentré au Cameroun, j'ai voulu m'associer à certaines personnes, mais je dois vous dire que j'ai été un peu déçu. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on préfère avoir 50 millions, 100 millions en banque que d'aller investir dans un projet. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, j'ai parlé avec 2-3 personnes. Je leur ai dit, écoutez, je veux faire une école. J'ai besoin de partenaires. L'un m'a dit, OK, quand tu seras au pays, je vais déjà mettre 5 millions là-dedans. Je suis rentré au pays, il ne m'a jamais cherché. Il n'a même pas mis un centime. Il n'a pas mis un centime. Le deuxième m'a dit, OK, j'ai aussi 2000 mètres carrés, je veux faire une école. Mais il oublie que j'ai une expérience de plus de 20 ans dans l'éducation. C'est un actif que je mets à sa disposition, gratuitement. Ouais. Mais il n'a pas su apprécier ça. Et je me suis dit à la fin, OK, je me jette à l'eau avec mon épouse. Nous sommes jetés à l'eau. Et nous avons, sur fonds propres, fait ce travail jusqu'à ce moment. Et je peux vous dire que ça n'a pas été du tout facile. Il y a des jours où je mange, je ne vous cache pas, je mange une sauce d'arachide à la maison. Oui. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas derrière. Tous ces sacrifices que nous faisons. En fait. Ce que les gens voient, c'est ce qui leur est présenté. Voilà. Mais ils ne voient pas le niveau de sacrifice et de renoncement qu'il faut faire pour avoir ces résultats. Voilà. Certaines personnes, quand elles viennent et qu'elles sont là-bas en route, elles voient tout le domaine. Ils estiment que je suis un multimilliardaire et que je n'ai pas de problème. Bien sûr, je pense que, bien sûr, quand on passe en route, on le dit. Et c'est ce qu'on voit. Voilà. C'est pour ça que, justement, c'est bon de parler également de cette partie financière qui est assez lourde, qui vous coûte énormément de choses, beaucoup de renoncements, parce que les gens voient que le résultat, mais pas le temps que vous passez en prière, exactement, à pleurer, à demander au Seigneur où est-ce que je dois aller, comment tu vas faire pour me donner telle ou telle chose pour pouvoir avancer. Voilà. Et c'est de façon miraculeuse que Dieu a toujours agi. Il y a des jours où je me suis retrouvé vraiment totalement à plat. Et puis, bam, Dieu suscite quelque chose qui se passe dans une de mes transactions, dans une de mes activités. J'ai un revenu qui me permet de faire le travail. Amen. Ou bien madame a un revenu qui nous permet de faire le travail. Bien. Là où nous avons été vraiment beaucoup bousculés, c'est lorsque nos enfants, les uns après les autres, ont terminé le bac et devraient aller à l'université. Ça coûte aussi. Et nous devrions faire un choix entre les ralentir à l'école ou bien ralentir le projet. Madame me dit, écoute, bon, on ralentit un peu les enfants. Je dis non, on ralentit le projet. Puis finalement, on s'est accordé, on ralentit le projet pour faire avancer les enfants. Et puis, il y a 2 ans, cette école, si on avait les ressources, elle aurait ouvert. Même cette année, septembre dernier, on aurait pu ouvrir. Mais les ressources sont limitées, on ne peut pas. Nous sommes à environ 80% de couverture des réalisations. Donc, vous avez, si en termes clairs, pasteur, vous lancez votre appel aux frères et sœurs qui peuvent aider, qui peuvent venir s'associer à vous, qui peuvent être des financeurs du projet, que ce soit en Europe, aux États-Unis, un peu partout, pour nos frères et sœurs qui nous suivent, que le projet est à 80%. Si des gens peuvent implémenter les 20% restants, ça veut dire que nous sommes là au mois d'avril. Nous sommes environ quel jour du mois d'avril? Nous sommes le 20, 21, je crois. Le 21, on va dire le 21 avril 2025. Ça veut dire que si vous avez des ressources, en septembre, je peux ouvrir. Vous pouvez ouvrir. Oui. En fait, en réalité, c'est que si nous avons les ressources qu'il faut, en 2 mois, c'est réglé. C'est réglé. Très bien. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de notre émission, de notre visite dans votre site. Montrer comment les missionnaires se battent avec leurs propres fonds, propres ressources que Dieu leur a données, avec peut-être des aides un peu partout, mais c'est toujours difficile. Vous pouvez regarder la caméra, justement, et on va dire, lancer votre appel aux frères et sœurs, peut-être en français, et si vous le souhaitez même en anglais, pour que, s'ils veulent s'impliquer dans ce projet, qui est déjà à 80% de réalisation, qu'ils sont les bienvenus. Vous allez également laisser vos contacts pour qu'ils puissent vous contacter directement et que on voit ce que le Seigneur va faire au travers de ce reportage sur ce site que Dieu vous a donné. D'accord. Merci frère Marc. Et je vous remercie déjà d'avoir consacré beaucoup de votre temps pour venir nous rendre visite ici. Pour moi, l'éducation est un ministère vibrant. Et j'essaie toujours d'imaginer
des enfants sur ce campus en train d'apprendre et de connaître Dieu. Alors, nous sommes à un investissement qui avoisine les 500 millions. Et le coût du projet dans la première phase est d'environ 650 millions. Alors, nous avons besoin dans les 2 mois à venir, si Dieu le permet, nous avons besoin d'environ 124 millions. Très bien. Pour pouvoir terminer la phase 1 et rendre l'école opérationnelle en septembre. Alors, nous sommes ouverts à toutes les options possibles. S'il y a des personnes de bonne volonté qui disent non, ce couple a déjà beaucoup investi, nous pouvons les appuyer, nous disons merci. Amen. S'il y en a qui disent non, ça nous intéresse et c'est un projet pour lequel nous voulons aussi faire partie prenante, et ils veulent venir comme actionnaires, nous sommes ouverts. La troisième catégorie, s'ils disent non, nous avons de l'argent que nous voulons mettre à votre disposition et vous rembourser sur une certaine échéance, nous sommes ouverts. Donc, nous sommes ouverts à toutes les options possibles. Notre souhait, c'est qu'en septembre prochain, l'école soit ouverte. Voilà. En tout cas, frères et sœurs, moi je viendrai ici pour filmer. Vous savez que lorsque je le dis, je le fais souvent. Pour filmer et vous montrer la rentrée prochaine, au nom de Jésus-Christ, que l'école a ouvert. Et je serai même peut-être partie prenante dans la mesure déjà qu'il faudra faire de la com là-dessus. Et je serai derrière pour vous aider à faire le maximum de communication dans tous les réseaux pour que les gens sentent qu'il faut déconnecter les enfants d'une certaine réalité actuelle pour les mettre en sécurité dans des écoles comme ceci. Vous avez la possibilité de mettre vos enfants dans un endroit sécurisé et dont vous êtes sûr qu'ils vont recevoir un enseignement propre à ce que nous attendons justement de nos enfants. Le projet coûte, pour le terminer, pasteur, il coûte 200 000 €. Les besoins en ressources pour finaliser, pour qu'il y ait la rentrée en septembre. À septembre 2026, c'est 200 000 € en d'autres termes, 125 millions en francs CFA. Le pasteur vous a donné les 3 possibilités de venir encourager. L'autre possibilité, c'est d'être, vous avez dit, un investisseur. D'accord. Ou bien un actionnaire. Un actionnaire. Vous avez la possibilité d'être donateur, vous avez la possibilité d'être investisseur, vous avez la possibilité d'être actionnaire. Vous savez, c'est un projet sérieux dont les états financiers peuvent vous être présentés pour vous montrer comment la rentabilité va se faire et comment est-ce que vous serez soit remboursé, soit avoir des dividendes puisqu'on est actionnaire dans le projet. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez à Martinique, en Guadeloupe, en France métropolitaine. C'est un projet qui peut vous donner des revenus parce que vous investissez non seulement dans l'éducation telle que nous recherchons ici. Les enfants n'auront pas de téléphone portable à l'intérieur de cet établissement. Les enfants n'auront donc pas accès à un certain nombre de choses, sauf à la salle informatique pour des cours particuliers, précis ou en laboratoire. Donc vous voyez que vos enfants seront en sécurité, ils seront déconnectés. Et ici, nous sommes au beau milieu de la nature. Donc je vous invite vraiment à prier, à prendre ce projet au sérieux. Pasteur, vous allez nous laisser vos coordonnées où les personnes peuvent vous joindre directement. Et puis vous le verrez également écrit sur votre petit écran où vous pouvez contacter le pasteur par mail, par téléphone ou par Zoom, comme vous voulez. Il sera disponible pour vous. D'accord. Merci frère Marc. Ouais. Je pense que vous avez fait un travail formidable en me rendant visite. Et puis pour me contacter, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Plus 237 699 18 31 03. D'accord. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous pouvez m'écrire par email. memtpcf@gmail.com. Voilà les 2 options plus faciles par lesquelles vous pouvez me joindre. Très bien. Merci. Alors, pasteur, s'il y a un dernier mot à dire à nos frères et sœurs du monde entier qui vont voir cette vidéo du Cameroun et de partout, s'il y a un dernier mot à leur dire. Priez pour nous. Soutenez-nous dans la prière. Soutenez-nous financièrement si c'est possible, matériellement si c'est possible. Et travaillons pour que Dieu nous trouve à l'œuvre. En janvier 2025, qui est la rentrée. En septembre 2025. En septembre 2025, qui est la rentrée. Merci. Merci. Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Amen. On vous dit à bientôt pour une autre émission de ce genre pour vous présenter ce que les missionnaires font sur le terrain. Au revoir. Merci.